À minuit moins 2, la valse se brisa comme un verre trop fin. Les violons suspendirent leur archet et je perdis la princesse dans le miroir mouvant des masques. Son bracelet de saphir cliqueta contre ma manche. Puis, un courant d'air, venu d'où, fit vaciller la flamme des candélabres. Quand je levai les yeux, elle n'était plus là. Le bal se tenait dans l'hôtel particulier des Valmont, dorures et tapis persans étouffant les pas, tandis que des rires polis couvraient des conversations dangereuses. Je connaissais chaque recoin. Attaché de presse et ami d'enfance, j'étais l'ombre discrète de la princesse A depuis des années. Cette nuit, j'étais aussi son secret. Elle m'avait glissé une invitation gaufrée, 1 heure avant l'ouverture des portes. Si quelque chose m'arrive, regarde sous la scène. J'avais cru à une provocation, un jeu d'héritière blasée. Pourtant, il y avait ce tremblement dans sa voix et la façon dont elle évitait la lumière comme si elle brûlait. À minuit, l'orchestre reprit. Un serveur fit tomber un plateau, métal sur marbre, bruit sec qui traversa la musique. Je suivis la silhouette de la princesse vers la galerie des portraits, ses perles glissant dans l'ombre. Une porte dérobée, dissimulée par une tenture, s'entrebâilla, et son parfum de gardénia laissa une traînée fantôme. Quand j'écartais la tenture, la serrure venait de claquer. Ma montre s'était arrêtée à 00h12. Sous la scène, j'entendis un cliquetis électrique, puis le silence, lourd comme un serment. La princesse avait disparu au bal de minuit, et je savais déjà que ceux qui tenaient la ville par les fils invisibles ne me laisseraient pas la retrouver vivant. Je m'appelle Élie Marceau. J'ai grandi dans l'ombre de palais où l'on apprend très tôt à sourire sans parler. La princesse A fut mon amie avant d'être un titre dans les magazines. Nous partagions des étés d'eau claire et d'interdits, des débuts de phrases jamais terminés. J'écris ces lignes parce qu'elle m'a choisi pour témoin, peut-être pour complice. Dans ce monde, les murs ont des oreilles capitonnées, on y murmure des alliances, on y maquille des guerres privées avec du champagne millésimé. Les yachts amarrés sur la Seine sont des salles de réunion flottantes, où l'on signe des destins sous des plafonniers en cristal. Et les bals de charité sont des couloirs de pouvoir, plus sûrs que n'importe quel bunker. La veille de sa disparition, elle m'a confié une enveloppe scellée, 3 photos, un reçu de coffre et la copie d'un testament annulé. Il croit que je suis à vendre, a-t-elle soufflé. Ses yeux ne demandaient pas de promesses. Ils exigeaient une fuite ou une vérité. J'ai eu peur, non d'eux, mais de ce que je découvrirais d'elle. J'écris à la première personne parce que les archives mentent mieux que les cœurs. Je ne vous dirai que ce que j'ai vu, ce que j'ai touché. La bordure effilochée d'une tenture, une caméra subitement muette, un bijou contrefait plus lourd que l'original. Je suivrai le fil, même s'il passe par des salons où l'on étouffe les témoins sous des compliments. Si je raconte, c'est que la disparition de la princesse n'est pas un caprice d'héritière, mais un message qui a été étranglé. Et parce que, cette nuit-là, quelqu'un a éteint la musique pour que nous n'entendions pas le cri. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de nous dire en commentaire de quel pays et quelle ville vous nous regardez. La soirée s'ouvrait comme un écrin. Les lustres en cristal projetaient des constellations dorées sur les robes brodées de diamants. Chaque invité représentait une fortune, un empire, une dynastie. Moi, je n'étais qu'un nom discret sur la liste, présent par la grâce de la princesse A, qui m'avait glissé un badge noir aux armoiries effacées. Ce détail seul m'indiquait qu'elle préparait quelque chose. Elle apparut dans la grande salle vêtue d'une robe de soie ivoire, cousue comme une seconde peau. Ses épaules frémissaient à peine, mais son sourire était trop fixe, ses yeux cherchaient ailleurs. Les magnates s'inclinaient, les politiciens se penchaient, les jeunes héritiers tentaient d'accrocher son regard. Elle s'esquivait avec grâce, mais je voyais déjà l'ombre qui pesait sur elle. J'étais adossé au bar, un verre à la main, lorsque nos yeux se croisèrent. Son léger hochement de tête voulait dire « Suis-moi » sans attirer l'attention. Je la connaissais trop bien pour ne pas comprendre. Mon cœur se serra. Pourquoi un bal de charité se transformait-il soudain en terrain miné? Dans la galerie des miroirs, elle se pencha vers moi. « Quelqu'un sait, Élie. Et si je reste, je ne verrai pas l'aube. » Sa voix vibrait d'une peur maîtrisée.
Elle me tendit un petit carnet de cuir, minuscule, presque insignifiant. Si je disparais, ouvre la dernière page. Pas avant. Je l'ai glissé dans ma poche, le poids brûlant contre ma hanche. Le maître de cérémonie annonça l'entrée des dignitaires. Les flashs crépitèrent, les applaudissements couvraient les chuchotements. J'essayais de garder ma place dans la foule, mais mes yeux restaient rivés sur elle. Je vis son visage pâlir lorsqu'un homme en uniforme sombre lui baisa la main, un conseiller ministériel connu pour ses alliances troubles. Elle eut un léger recul, imperceptible aux autres. Puis, à minuit, la valse commença. Les couples tournoyaient, masques scintillants, plumes et rires forcés. La princesse se laissa entraîner par un duc au sourire carnassier. Je m'avançai dans la cohue, tentant de la suivre. Le rythme s'accéléra, les corps formaient une muraille mouvante. Entre deux pas, je l'aperçus lever la tête, ses yeux cherchant les miens avec détresse. Elle glissa de la piste et s'éloigna vers une porte latérale. Je bousculai des convives, prétextant une urgence. Dans le couloir tapissé de velours rouge, la musique s'éteignit derrière moi. Je vis sa silhouette fragile et droite disparaître au détour. J'accélérai. Quand j'atteignis la bifurcation, il ne restait que son gant, abandonné au sol, comme une mue. Le silence du couloir pesait. Des pas approchèrent. 2 hommes en costume noir, oreillettes brillantes. Je me plaquai contre une alcôve, retenant ma respiration. Ils marchaient vite, dirigés vers la sortie de service. Quand le bruit s'éloigna, je repris mon souffle. Mais la princesse, elle, avait glissé dans les ténèbres comme une étoile qui s'éteint. Je descendis un escalier discret menant aux coulisses de la scène. Une odeur métallique flottait, mélange de câbles électriques et de poussière. Sur une chaise, un verre de champagne encore tiède, sa marque de rouge à lèvres. Elle venait d'être là. Un rideau bougeait encore, comme effleuré par sa main. Mais derrière, rien que le vide. Je savais que ces instants étaient les derniers où je pourrais dire « je l'ai vu ». Après, il n'y aurait plus que des hypothèses, des rumeurs, des mensonges, savamment orchestrés par ceux qui dictaient des récits officiels. Moi, je restais seul avec son gant, ce carnet de cuir, et la certitude glacée qu'à partir de ce moment, je n'étais plus invité à une fête, mais pris au piège d'une conspiration. La nuit de sa disparition, je n'ai pas fermé l'œil. Dans ma chambre d'hôtel, j'ouvris enfin le petit carnet de cuir qu'elle m'avait confié. À la dernière page, comme elle l'avait ordonné, une enveloppe mince était collée, presque invisible. À l'intérieur, 3 photographies et un reçu bancaire. Les images tremblaient entre mes doigts. Elle n'était pas seule dans ses secrets. La première photo la montrait à bord d'un yacht, serrant la main d'un magnate de l'énergie que la presse décrivait comme intouchable. Leurs regards se fuyaient, complices et craintifs. La seconde la révélait dans une suite d'hôtels, assise au bord d'un lit défait, une coupe de champagne à la main. Un homme en costume quittait la pièce, de dos. La troisième était la plus troublante. Un cliché flou d'elle, embrassant une femme dont le visage était volontairement rayé à l'encre noire. Le reçu bancaire portait le sceau d'une banque helvétique, indiquant un transfert colossal, effectué 2 jours avant le bal. Le bénéficiaire, un compte anonyme, mais la signature manuscrite était celle de la princesse. Pourquoi déplacer une fortune en secret et surtout, à qui? Je revis ses paroles. Quelqu'un sait, et si je reste, je ne verrai pas l'aube. Était-ce ce réseau d'amants interdits, ces alliances ambiguës qui la condamnaient? J'étais partagé entre l'envie de protéger sa mémoire et le besoin viscéral de comprendre. Chaque révélation ouvrait une plaie plus profonde. Je retournai au palais des Valmont le lendemain. Les salons étaient déjà vidés, comme si le bal n'avait été qu'un rêve. Pourtant, dans le jardin, j'aperçus une écharpe en soie, la sienne, nouée au pied d'une statue. À côté, un pendentif brisé, un camée ancien, héritage de sa mère. Elle n'avait jamais quitté ce bijou. Était-ce un signe laissé volontairement? Dans les jours qui suivirent, les journaux parlèrent d'un voyage imprévu de la princesse. Les communiqués officiels, lisses et mécaniques, insistaient sur un séjour discret à l'étranger, mais aucun avion ne portait son nom. J'eus alors la conviction qu'on effaçait ses traces avec la précision d'un chirurgien. Et moi, je me retrouvais seul avec mes doutes et ces preuves brûlantes.
Je pris contact avec Clara, une ancienne amie de la princesse, journaliste mondaine. Elle me reçut dans un café discret, loin des dorures. Ses yeux brillèrent en voyant les photos. « Tu sais ce que cela implique, Ellie? Ce n'est pas une simple histoire d'amour caché. C'est une menace pour des familles entières. Elle avait osé franchir la ligne. » Ses mains tremblaient en refermant l'enveloppe. « Si tu continues, ils viendront pour toi. » Je voulais lui demander « Qui sont-ils » mais elle détourna le regard vers la fenêtre, soudain muette. Une voiture noire stationnait devant le café, 2 silhouettes immobiles à l'intérieur. Clara serra ma main. « Pars, tout de suite. » Et n'essaie pas de me recontacter. Sa voix avait la dureté d'un adieu. Quand je sortis, la voiture avait disparu, comme avalée par la ville. Chaque secret découvert semblait m'éloigner d'elle tout en m'enchaînant plus fort à son destin. Je sentais que la princesse avait entretenu une double vie faite de codes, de rendez-vous clandestins, de promesses murmurées dans l'ombre. Mais à qui faisait-elle vraiment confiance? À moi, qui ne savais rien, ou à ces inconnus qui l'avaient peut-être trahi? Ce soir-là, en rentrant, j'ouvris la fenêtre de ma chambre. L'air froid de Paris me glaça les os. J'entendis un téléphone vibrer sous le plancher, un appareil que je n'avais jamais vu caché là. En l'allumant, un seul message apparut. « Minuit, galerie des ombres. Ne viens pas seul. » Je compris alors que ces secrets ne faisaient que commencer à se dévoiler, et que j'étais désormais lié à eux, qu'importe le prix. La galerie des ombres n'apparaissait sur aucun plan officiel du palais Valmont. C'était un couloir souterrain, oublié des invités, décoré de fresques noircies par le temps. J'y descendis à minuit, le téléphone clandestin serré dans ma poche. Les murs résonnaient de mes pas, comme si le silence lui-même observait. Je n'étais pas seul. Une respiration étrangère s'attardait dans l'air. Au bout du couloir, une lourde porte s'ouvrit. 3 hommes attendaient, assis autour d'une table circulaire. Leurs visages m'étaient connus. Un ministre de l'Intérieur, un héritier d'empire bancaire et un cardinal dont la voix bénissait encore les écrans le matin même. Leurs regards convergeaient sur moi, l'intrus. Pourtant, aucun mot de reproche ne franchit leurs lèvres, seulement une invitation muette à m'asseoir. Sur la table, un dossier scellé portait le nom de la princesse. L'héritier bancaire posa une main dessus. Elle en savait trop tôt. Elle croyait que ses secrets pouvaient l'affranchir. En réalité, il la condamnait. Sa voix était douce, presque paternelle, mais chaque syllabe était une menace. Je compris que ce cercle dictait non seulement le récit, mais le destin des familles royales elles-mêmes. Le ministre alluma un cigare, ses doigts tachés d'encre signant des décrets chaque semaine. Votre attachement à elle vous a rendu visible, les caméras vous ont filmé, vous êtes désormais impliqué. Il tira une bouffée avant d'ajouter « Vous pouvez choisir le silence et garder votre vie, ou creuser plus loin et disparaître à votre tour. » J'osais parler, ma voix tremblante. Que lui est-il arrivé? Où est-elle? Le cardinal esquissa un sourire glacé. La vérité n'est pas une possession individuelle, elle est une monnaie. Nous décidons de sa valeur et de sa circulation. Elle a voulu payer avec l'amour. C'était une dette impossible. Ces mots vibraient comme une sentence théologique, irrévocable. Je quittai la pièce avec un frisson qui me colla la peau. Dans ma main, ils avaient glissé une clé en argent, attachée à un ruban noir. Si vous cherchez des réponses, suivez-la. Mais souvenez-vous, certaines portes, une fois ouvertes, se referment sur la lumière. Leur avertissement sonnait comme une bénédiction empoisonnée. La clé pesait lourd, comme un fardeau. De retour à ma chambre, je plaçai la clé sur la table. Elle portait un chiffre gravé, 27. Après des recherches, je compris qu'il s'agissait d'un coffre situé dans une banque privée du boulevard Haussmann. La princesse avait sans doute voulu que je trouve ce passage. Mais si le cercle du pouvoir m'avait remis cette clé, cela signifiait qu'il contrôlait mon avancée. Pas elle. Le lendemain, dans le hall de la banque, les colonnes de marbre et les guichets dorés semblaient sourire ironiquement. Lorsque j'introduisis la clé dans le compartiment 27, je découvris une boîte en velours contenant un collier de diamants, mais un faux, grossier, presque vulgaire. Sous le bijou, une simple carte. Ce n'est qu'un jeu si tu acceptes les règles. Aucun nom, juste une signature illisible.
Je sortis du bâtiment, l'air oppressant. J'étais épié. Dans chaque reflet de vitrine, je voyais une silhouette en manteau sombre. On voulait que je sache que j'étais suivi. Le collier factice pesait dans ma poche, rappel cruel que le pouvoir s'amuse avec la vérité comme avec un jouet. La princesse avait peut-être tenté de briser ce cercle, mais comment lutter contre des mains qui écrivaient l'histoire elle-même? Cette nuit-là, je compris que son destin était lié à une partie d'échecs où je n'étais qu'un pion. Le cercle du pouvoir fixait les règles, choisissait les perdants et dissimulait les cadavres sous des balles scintillants. Mais malgré leur avertissement, malgré la peur qui me rongeait, je ne pouvais plus reculer. La princesse m'avait laissé un fil invisible à suivre, et même si ce fil me conduisait à ma perte, je savais que je devais le tirer jusqu'au bout. Le collier factice me hantait. Chaque éclat de ces fausses pierres reflétait une vérité maquillée. Je ne pouvais pas croire que la princesse m'avait conduit jusqu'ici pour me livrer à une mascarade. Alors, je repris le carnet de cuir, cherchant des indices entre ces pages griffonnées. Une ligne attira mon regard. « Si tu me cherches, regarde les ombres derrière les vitrines. » Je passais la journée à arpenter Paris, m'arrêtant devant les bijouteries de la place Vendôme, les galeries d'art de la rive gauche, les vitrines de maisons de couture où les mannequins souriaient de manière figée. Rien, jusqu'à ce que je remarque un reflet. Derrière moi, l'homme en manteau sombre. Toujours le même, toujours à distance. Je décidai de ne plus fuir. Je l'entraînais dans une ruelle étroite près de l'opéra. Quand je me retournai brusquement, il s'arrêta net. « On vous suit pour votre sécurité, monsieur Marceau », dit-il d'une voix calme, presque douce. « La princesse a franchi des frontières interdites, vous aussi désormais. Écoutez mon conseil, brûlez ce carnet. » Ses yeux pourtant semblaient implorer l'inverse. Avant que je ne puisse répondre, il me glissa une carte froissée dans la main. Une adresse à Genève, un nom raturé. Puis il disparut dans la foule. Le carnet et la carte, 2 pièces d'un puzzle empoisonné, brûlaient dans mes poches. Devais-je suivre cette piste au-delà des frontières? J'hésitais encore quand je reçus un appel de Clara, la journaliste. Sa voix était brisée. « Élie, ils ont perquisitionné chez moi, ils veulent les photos. Je ne peux plus t'aider, mais je t'ai laissé quelque chose à la consigne de la gare de Lyon. Compartiment 12, vite !» Puis, la ligne coupa. J'entendis au loin un fracas de porte, puis le silence. Je courus jusqu'à la gare. L'air y était saturé de départ et d'adieu. Le casier 12 s'ouvrit avec une clé laissée en évidence. Imprudente ou désespérée. À l'intérieur, un dossier épais contenant des coupures de presse censurées, des notes manuscrites et une photo en noir et blanc de la princesse serrant la main d'un homme politique européen connu pour ses discours de moralité. La note de Clara précisait « Ce lien ne doit jamais apparaître. Ils achèteront le silence à n'importe quel prix. Mais si tu continues, sache qu'il n'y aura plus de retour. » Ces mots vibraient comme un testament. Je rangeai le dossier dans ma sacoche, le cœur battant à rompre. Je savais déjà que Clara avait payé le prix de ma curiosité. Ce soir-là, je tentais d'alerter un vieil ami avocat. Mais à peine avais-je prononcé le nom de la princesse qu'il pâlit. « Ne m'appelle plus jamais pour ça. Il nous écoute. Tu signes ton arrêt de mort. » Il raccrocha sans attendre. Je restais seul, avec la conviction que chaque pas vers la vérité me condamnait davantage. Les pistes que je suivais semblaient se refermer comme des pièges. Les témoins se taisaient, les preuves disparaissaient, les complices s'évaporaient. Pourtant, chaque obstacle renforçait ma certitude. La princesse n'avait pas seulement disparu, elle avait été effacée. Et celui qui efface ainsi ne le fait pas par vengeance, mais pour protéger un secret plus grand que tout. Cette nuit-là, je relus une dernière fois ces mots dans le carnet. « Si quelque chose m'arrive, regarde sous la Seine. » Je compris que je n'avais pas encore exploré la première piste qu'elle m'avait donnée. Alors, je décidai de revenir au palais des Valmont, de nuit, seul, bravant les ombres et les gardiens. Car c'était là, sous la Seine, que commençait peut-être la vérité interdite. J'entrai de nuit dans le palais Valmont par une porte de service laissée entr'ouverte. Les couloirs étaient plongés dans un silence inquiétant, seulement troublé par le craquement lointain du bois ancien. Le carnet de la princesse pesait dans ma poche, comme une boussole.
Je me dirigeais vers la scène, ce lieu interdit qu'elle avait mentionné dès le début. Sous l'estrade, je découvris une trappe verrouillée. La clé en argent, celle gravée du chiffre 27, s'y adapta parfaitement. Le mécanisme céda dans un cliquetis sourd. Je descendis un escalier étroit où l'air se faisait plus humide, chargé de poussière et d'odeurs métalliques. C'était un passage que les invités ne devaient jamais voir. Au bas des marches, une salle obscure s'ouvrait. Sur une table, des dossiers empilés portaient des noms d'héritiers et d'aristocrates, chacun suivi de chiffres, de transactions et de symboles mystérieux. La princesse n'était pas une victime isolée. Elle faisait partie d'un système où chaque disparition couvrait un échange de pouvoir. Parmi les dossiers, un portait son nom complet, calligraphié en lettres d'encre noire. J'ouvris le classeur. À l'intérieur, une photo récente prise la veille du bal. Elle quittait un hôtel avec un sac à la main. L'heure notée en marge correspondait précisément au moment où elle m'avait remis le carnet, comme si son destin avait déjà été scellé. Je trouvais aussi un enregistrement, une clé USB posée sur un tapis de velours. En l'écoutant sur mon téléphone, j'entendis sa voix. « Si tu m'écoutes, c'est que je n'ai pas survécu. Ils veulent me réduire au silence parce que j'ai aimé qui je ne devais pas aimer. Mais sache ceci, je n'étais pas seul, il y en a d'autres, protège-les. » Ces mots résonnèrent comme une prière brisée. Elle avait anticipé sa propre disparition, et pourtant, elle avait choisi de me confier ce fardeau. Je sentis une douleur sourde monter en moi, la culpabilité d'avoir été incapable de l'empêcher, l'obsession de ne pas laisser son histoire se dissoudre dans les mensonges officiels. Dans un coffre métallique, je découvris enfin ce que je redoutais. Un passeport falsifié avec sa photo mais un nom inventé. Était-elle encore en vie, cachée quelque part? Ou ce document n'était-il qu'une pièce du puzzle destinée à brouiller toutes les pistes? Le doute me transperçait comme une lame. Soudain, un bruit de pas dans l'escalier. J'éteignis la lampe et me plaquai contre le mur. 2 hommes descendirent, torches à la main. Vérifiez si quelqu'un est passé par ici. Le dossier Valmont doit disparaître cette nuit. Leur ton ne laissait aucun doute. On effaçait les preuves comme on efface une vie. Dès qu'ils tournèrent le dos, je pris une décision insensée, voler son dossier et la clé USB. Je m'enfuis par une sortie latérale qui donnait sur les jardins. Le vent froid fouettait mon visage. Mes pas résonnaient sur le gravier comme des coups de tambour. J'avais entre les mains la pièce interdite qui pouvait briser le cercle du pouvoir ou m'anéantir avec lui. Cette nuit-là, en serrant le dossier contre ma poitrine, je compris que la vérité enfouie n'était pas une réponse, mais une condamnation. La princesse avait disparu parce qu'elle avait défié les règles d'un monde où les héritiers sont des pions et l'amour un crime. Et moi, simple témoin, j'étais devenu le porteur d'un secret trop grand pour être dit, trop dangereux pour être gardé. Aujourd'hui encore, je revois son visage dans le reflet des miroirs, comme si elle me suivait d'une salle à l'autre. La princesse n'a jamais été officiellement déclarée disparue. Pour le monde, elle voyage, elle respire ailleurs. Mais pour moi, elle demeure une cicatrice ouverte, une absence trop lourde pour être tue. Je porte ses secrets comme on porte un deuil sans tombe. J'ai voulu croire à la justice, mais la justice se tait quand les puissants écrivent l'histoire. On m'a proposé l'oubli, on m'a offert le silence comme une monnaie d'échange. Pourtant, chaque nuit, les preuves dorment sous mon lit. Et je sais qu'un jour, elles me condamneront. Peut-être que la vérité n'est pas faite pour éclater, mais seulement pour hanter ceux qui l'approchent. Si je parle aujourd'hui, ce n'est pas pour briser leur cercle, il est trop solide, mais pour empêcher que son nom se dissolve dans le brouillard. La princesse mérite au moins une voix qui murmure son histoire. Car les disparitions ne sont jamais totales. Elles laissent des ombres dans nos vies, des échos que nul pouvoir ne peut réduire au silence. Suivez-moi, car d'autres histoires attendent dans les recoins de ce monde interdit.